Tout de suite, retrouvez Le LP2I prend la parole sur Delta FM 90.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 15e émission du LP2I prend la parole, l'émission où les LPiens et LPiennes parlent de sujets qui leur plaisent. Au programme aujourd'hui, émission réduite, je vous parlerai des finances politiques, on enchaînera avec un petit quiz et on se quittera quelques minutes avec la pause musicale annoncée par Mariam et on reviendra avec Romain qui nous parlera de la nouvelle saison d'Élite. Exactement. Appel aux dons, aide d'urgence, trésor de guerre, comment les faibles résultats des Républicains, d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste plombent leurs finances. Paul vous explique tout en 180 secondes. Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Anne Hidalgo n'ayant pas obtenu le seuil fatidique des 5% des voix, les partis ne seront pas remboursés de la moitié de leurs frais de campagne, les deux premiers appels aux dons. C'est l'heure des comptes et la facture s'annonce lourde, voire très lourde pour certaines équipes de campagne. Seuls 4 sur 12 ont dépassé le seuil des 5% de voix au premier tour d'élection présidentielle dimanche 10 avril. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Les dépenses de campagne des 8 autres seront remboursées qu'à hauteur de 4,75% au lieu de 47,5% escomptés, conformément à la règle. Ils pourront recevoir alors jusqu'à 800 000 euros et non les 8 millions d'euros quand le plafond des dépenses autorisées s'élève à 16,85 millions d'euros pour un candidat n'accédant pas au second tour. Le trop faible score des candidats place certains partis qui ont souvent à rembourser des prêts bancaires dans une situation financière délicate. On a Europe Écologie Les Verts qui est en grande difficulté, en premier par exemple, et qui appelle aux dons. Yannick Jadot, il n'est pas passé par 4 chemins. Parmi les premiers candidats à s'exprimer dimanche soir, l'écologiste qui a obtenu 4,63% des voix a lancé un appel aux dons sans détour. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlesécologistes.fr pour faire un don. L'écologie a besoin de vous dès ce soir, de votre soutien financier pour poursuivre ses indispensables combats, a-t-il cité. L'écologie est en grande difficulté, a confirmé le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Pour pouvoir mener les législatives, pour pouvoir continuer à mener des batailles, parce qu'on sait que ce quinquennat aura besoin de l'action des écolos. Oui, on a besoin de soutien, a-t-il ajouté. Avec 2 millions d'euros à trouver d'ici la fin mai, la situation est critique, voire très critique, a retenu Julien Bayou. On y avait fortement et heureusement baissé la voiture et dépensé moins que ce que nous avions prévu, a-t-il assuré. L'eurodéputé David Cormand a lui dit que chacun de nos 1,5 million d'électeurs, il invite chacun de nos 1,5 million d'électeurs à faire un don de 3 euros pour rembourser la campagne. D'après les comptes publiés par son équipe, la campagne de Yannick Jadot a nécessité d'emprunter 7,6 millions d'euros, avec plus de 6 millions d'euros déjà dépensés selon son entourage, 800 000 euros remboursés par l'État et 500 000 euros de dons. Difficile de ramener les comptes à l'équilibre. Même si Europe Écologie Les Verts venait à son secours, le parti ne disposerait que des 6,2 millions d'euros en réserve en 2020 selon l'examen annuel de la Commission des comptes de campagne. C'est terminé pour Europe Écologie Les Verts, mais malheureusement il n'y a pas que. Lundi matin, le visage grave, Valérie Pécresse a alerté sur la situation critique des Républicains et a lancé un appel à une aide urgente des Français pour boucler le financement de sa campagne. Avec seulement 4,78% des suffrages, la candidate a signé le pire score de son camp sous la Ve République. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions d'euros de remboursement de l'État que nous escomptions. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses, a-t-elle déclaré avant un bureau politique du parti, avant d'ajouter « Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros ». Pauvre Valérie. Eh oui. Un appel aux dons à droite, la démarche n'est pas sans précédent. En 2013, le Sarcoton avait permis à l'ex-UMP de réunir plus de 11 millions d'euros pour faire rembourser les frais de campagne de Nicolas Sarkozy. Le sénateur Roger Carucci a cependant déclaré quelques minutes avant l'annonce de Valérie Pécresse ne pas être sûr que cette nouvelle cagnotte ait le même succès. Le président des députés LR, Christian Jacob, a pris soin de préciser à Libération que le risque portait sur les engagements personnels de Valérie Pécresse et non sur le parti. La candidate dont le patrimoine net approche les 10 millions d'euros pourrait devoir se débrouiller sans le soutien de son parti. LR aura néanmoins la capacité de faire face à cette situation matérielle difficile, c'est ce qu'a assuré Michel Barnier au micro de France Inter ce lundi, ce malgré une réserve de seulement 3,5 millions d'euros en 2020, toujours d'après la commission des comptes de campagne.
Et là, vous allez vous dire, c'est terminé. Non, 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 non. Il reste le Pas Parti encore. Socialiste qui n'est pas encore mort. On n'est pas loin. Mais le Parti Socialiste, lui, va piocher dans les trésors de guerre de ces fédérations. Anne Hidalgo, qui n'a obtenu que 1,75% des voix, elle est quand même derrière Nicolas Dupont-Aignan et Jean Eh Lassalle. oui. Euh, Néanmoins, les sondages qu'il a donnés depuis longtemps en dessous du seuil de 5% avaient sonné comme un avertissement depuis longtemps en dessous comme un avertissement. Comme il n'était pas totalement acquis d'être remboursé, tout a été recalibré. Nous n'avons pas eu recours à un emprunt, nous avons auto-financé la campagne et donc il n'y a pas de dette à rembourser, a détaillé le premier secrétaire Olivier Faure. À la fin, notre campagne n'a pas coûté si cher que ça, c'est une campagne modeste. Le sénateur Patrick Kanner, très largement en dessous de 10 millions d'euros, selon la campagne, a-t-il évalué. Des millions qui ne seront pas remboursés par l'État et une nouvelle dépense sèche pour le Parti Socialiste, certes moins douloureuse que celle de 2017. Les défaites à la présidentielle et aux législatives avaient alors asséché ses caisses, l'obligeant à vendre son siège historique de la rue de Solferino et à licencier des salariés. En 2020, le parti affichait un déficit de 3,7 millions d'euros, même s'il conservait encore 40,7 millions d'euros en réserve, plus que n'importe quel autre parti. Cette fois, ce sont les fédérations qui vont mettre de l'argent au pot. Certes, on va diminuer leur trésor de guerre, a déclaré Patrick Kanner, affirmant que certains sont financièrement très bien gérés, contrairement au siège social. Le patron du PS, lui, n'exclut cependant pas des appels aux dons qui sont toujours nécessaires, mais il n'y a pas de faillite comme beaucoup l'auraient souhaité. Vous avez les éléments sur les comptes de campagne des différents candidats en dessous de 5%. Comme quoi qu'en fait, si on ne fait pas les 5%... Oui, s'il faut pas trop voir haut non plus. Surtout que la campagne de Valérie Pécresse, c'est celle qui a coûté le plus cher, à 16 millions d'euros, parce qu'elle croyait trop dessus. Ben, je pense qu'à mon avis, ça a dû être une assez grosse douche froide, étant donné que dans les sondages, elle était quand même donnée à 8-9%. Hidalgo, elle était sûre de Oui, faire ça, mais voilà. Pécresse, elle a beaucoup fait moins. bonne chose. Mais merci en tout cas, Paul. Et puis de rien. Et puis, vu qu'on parle de politique et qu'il y a eu quand même le premier tour des présidentielles, j'ai décidé de faire un petit quiz. Et donc, il y a Mariam qui nous a rejoint pour affronter Paul dans cette bataille du quiz. Et donc, un quiz sur la politique. Alors, pas sur les partis politiques, mais sur la politique en général, bien sûr. Peut-être un quiz sur la vraie politique au retour des vacances. On l'espère. C'est parti. Première question. Combien de députés siègent à l'Assemblée nationale ? 289 472, 577 ou 649 ? 577. Ok, Mariam. 472. C'est Paul qui a eu la bonne réponse. Et oui, c'est 577 personnes qui siègent à l'Assemblée nationale. C'était une petite question rapide, efficace. On passe à la deuxième. En France, quel âge faut-il avoir pour être élu sénateur au Sénat ? 18 ans, 20 ans, 24 ans ou 26 ans ? Vas-y, je vais te répondre d'abord. 26 ans. Moi, je dirais 24. Ok. Et c'est encore Paul qui a gagné. C'est voilà, Mariam qui arrive dans l'émission et qui finalement se fait prendre ses points. Parvenir. Exactement, en France, n'importe quel citoyen de 18 ans ou plus peut être député à l'Assemblée nationale. Néanmoins, ça a 24 ans ou plus pour être sénateur au Sénat. L'âge requis pour être président est de 18 ans depuis 2011. Oui, pardon, depuis 2011. Auparavant, il était de 23. Voilà, cette deuxième question. 2 points pour Paul, 0 pour Mariam. Pour Mariam. Malheureusement. Mais tu peux encore te rattraper, il y a quand même 6 questions et on passe reste à la troisième. Ok. On a parlé d'Assemblée nationale. Quelle est la durée d'un mandat d'un député en France ? Je vais laisser Mariam répondre au début. 10 ans, 8 ans, 6 ans ou 5 ans ? 6 ans. 5 ans. C'est encore Paul qui a la bonne réponse. La pauvre Mariam, la durée d'un mandat des députés est de 5 ans, sauf bien sûr dissolution de l'Assemblée nationale. Et les prochaines élections législatives, on n'y pense pas ça, mais elles arrivent en juin 2022. Et d'ailleurs, elles peuvent faire bouleverser beaucoup de choses. Donc on vous invite bien sûr à aller voter. On vous le rappellera bien sûr tout au long de cette année. Et à vous engager. Bien sûr, exactement. Ça va être compliqué, on est à 3-0. Mais encore une fois, on peut avoir le 3-3. Là, c'est. Là, il faut y aller. Là, c'est à toi d'avoir les points. Et on passe à la quatrième question. Beaucoup de questions sur l'Assemblée nationale. Mais quel nom donne-t-on au bureau du président de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle ? Le nid, le perchoir, la tribune, ou alors il n'y a pas de nom spécifique ?
Laisse Mariam. Ni perchoir, tribune, pas de nom spécifique. Pas de nom spécifique. Perchoir. Ok. Ah non, ça en est un peu humiliant malheureusement, Oui. mais encore pour l'honneur. Pour l'honneur, Oui, on est à oui. 4-0. Un peu comme Il Hidalgo. reste encore 2 questions. Il reste encore 2 questions et on passe à la 5e. Quel ministre de la Justice a fait voter la loi sur l'abolition de la peine de mort? Robert Badinter, Simone Veil ou Alain Péréfitte? Mariam. Robert, Simone ou Alain? Par leur petit nom, Simone. on les appelle bien sûr. Simone. Robert Ok. Badinter. Mais c'est. Comment tu prononces Ah oui, moi Badinter. Moi j'étais Badinter. Ah, ok. à l'English. T'as un agenda. Voilà, on va le faire à la France, Badinter. Et oui, c'est le 18 septembre 1981 par 363 votes contre. Pour, pardon, parce que sinon, sinon Vous avez pas c'était de pas voix. forcément. Et 117 contre que l'Assemblée nationale adopte après 2 jours de débat le projet de loi portant à l'abolition de la peine de mort au nom du gouvernement par Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice aussi. Mais Simone Veil, juste pour Mariam, Simone Veil, c'est celle qui a fait voter la loi pour l'avortement. Oui, mais au moins t'avais une figure de loi et c'est déjà ça. Voilà. Et on passe, alors là, dernière chance. Là c'est vraiment à toi, il faut que tu ailles à fond, ok? Ok. Paul, laisse-la un peu gagner. Ok. Ok, c'est parti pour la 6e et dernière question. Quel leader socialiste est assassiné en juillet 1914? Léon Blum, Jean Jaurès ou Jules Ferry? Jules Ferry. Ok, Paul. Attendez. Léon Blum, Attends. Oui. Jean Jaurès ou Jean Jules Jaurès. Ferry? Jean Jaurès. Jean Jaurès, est-ce que c'est ta dernière question, ta dernière réponse, pardon? Oui. C'est un 6-0, jamais vu dans le LP2. Prendre la parole. Si vous le voyez pas, mais Mariam se décompose. Très bien ce quiz. On peut applaudir Mariam. Oui, on peut quand même applaudir Mariam qui est venue, Merci, qui a fait. Pas Qui a fait ça. Point, quand même. Quelle menteuse. Si on passe très très vite à ce quiz et on revient un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, il y a une étude que je trouve assez intéressante à voir, c'est l'étude donc de sociologie du vote au premier tour de l'élection présidentielle qui a été portée par Taluna, M6, RTL et Harris Interactive, qui est celui de ce qu'ont voté les hommes, les femmes et par tranche d'âge, donc 18, 24, 25, 34, 35, 49, 50, 64 et 65 et plus, et sont là aussi leurs catégories socio-professionnelles aux élections. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, en tout cas, et je ne sais pas si tu es du même avis que moi, c'est cette sorte de fracture sociale avec les jeunes de 18-24 ans qui votent au plus Jean-Luc Mélenchon, on est à 34,8% dans les sondages, et les 65 ans et plus qui votent au plus Emmanuel Macron, à 37,5%. Et aussi, alors là, moi ça m'a un peu choqué entre guillemets, c'est la montée des deux extrêmes, extrême gauche, extrême droite, qui monte totalement. Ouais, c'est vrai que ça c'est assez marqué. Et quand surtout l'écart entre les premiers candidats et les autres. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas beaucoup de campagnes pour l'État à donner de l'argent parce qu'ils sont beaucoup à avoir moins de 5%. Il n'y a que Éric Zemmour en soi. Exactement, et on n'a que ceux du haut du panier, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pardon. J'allais dire Valérie Pécresse. Un petit lapsus révélateur. Mais c'est vrai que ouais, je trouve que cette fracture, même alors entre hommes et femmes, on est tous, les hommes votent au plus pour Emmanuel Macron à 28,9% et les femmes aussi Emmanuel Macron à 27,6%. Et les femmes votent plus Marine Le Pen. Voilà. C'est une information que je peux vous donner. Elle vote à 27,8% pour Marine Le Pen et les hommes à 21,9%. C'est étonnant, mais Et comme quoi, alors que Zemmour, on inverse la tendance, 8% des hommes et 5,1% des femmes. Mais de toute façon, Zemmour a toujours dit oui, le vote caché viendra me sauver l'élection, mais en fait, C'était un peu dur. le vote caché n'existait pas, Eric. Et surtout beaucoup d'abstention aussi. Ouais, 26% quand même. Hein. Moi, je pense en tout cas que ça vient d'une sorte de, comment dire, d'ennui. C'est-à-dire que la campagne présidentielle, mis à part les réseaux sociaux, elle n'a pas été... on n'a pas eu beaucoup de scandales à la Fillon en 2017. Ça avait marqué le truc, quoi. Mais là, il y a rien qui marque. À part les hologrammes de Jean-Luc Mélenchon, mais qu'on retrouve quand même aussi en 2017. Oui. Après, le taux d'abstention, il est quand même assez similaire à 2017, hein, celui de cette année. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand même. On espère quand même que peu importe qui passe là pour les présidentielles, les législatives pourront quand même changer beaucoup de choses. J'espère. Parce que c'est ce qui fait quand même la politique d'un gouvernement. Exactement. Et les gens ont trop peu tendance à y accorder de l'importance. J'ai du mal.
Bon, bah on va se laisser quand même avec une petite pause musicale. Vous l'écoutez quoi? J'ai qu'une chanson, donc on va l'écouter. Une journée, aujourd'hui cette journée, qu'est-ce qui caractérise cette journée? Chez vous à la maison, dans votre voiture, qu'est-ce qui peut caractériser cette journée? La pluie. Eh bien non, j'ai choisi une journée chaude. Pour moi c'est une journée chaude et c'est Cool for the Summer de Demi Lovato. Ah, j'aimais ça. Allez, c'est parti. C'était Cool for the Summer de Demi Lovato. Hola todos y todas, je me sens d'humeur espagnole aujourd'hui et... Ouh, mais pourquoi cette musique? Est-ce que ce serait pour la fin de l'extraordinaire chronique de Paul? Ou bien pour l'engouement que vous avez de vouloir entendre ma voix suave comme elle berce Noé? Ou même par cette envie que vous avez eue après cette musique de pause musicale? Eh bien non Simon, ce n'est pas ça Emma, tu t'es trompé René. Cette musique, eh bien c'est pour la nouvelle saison Muy Caliente d'Elite. ¿Qué está pasando aquí? ¡Viva la indisciplina, joder! Hola, bebés. Les voy a pedir por favor que se abrochen muy bien sus cinturones. Que tu padre es futbolista. Es un nuevo compañero y hay que darle la bienvenida. Aquí la gente se confunde mucho. Ah Elite, la nouvelle saison que l'on attendait tous, et ne vous jetez pas sur votre poste de radio à ne plus regarder la route parce que vous avez peur que je vous spoil. Je ne spoilerai rien du tout. Mais à vrai dire, cette saison était, à mon humble avis, bien sûr extraordinaire. On retrouve bien sûr l'omniprésence du sexe comme à l'habitude de la série, mais pas seulement comme une volonté totale d'exposer des corps nus à la vue de tout le monde. Il y a aussi des réelles idées de critique sociétale et j'en passe. Dans cette saison, tout en mêlant histoire passionnelle, un peu cucu à souhait c'est vrai, mais aussi histoire policière, meurtre et j'en passe. Alors sous peine de révéler qu'à la fin de la série, non, je vous dirai rien. Je m'arrête sur cette petite chronique par remercier cette série vraiment de mettre en avant des problématiques et des sujets omniprésents et trop tabous, comme l'homosexualité, la manière de la représenter, de l'assumer et j'en passe, et ils mettent tout ça très très bien en lumière. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette émission. Malheureusement que je passe seul. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les émissions de Delta FM 90.2 ainsi que celle-ci sur YouTube, Spotify, Deezer, notre compte Instagram, Twitter et bien d'autres. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans 2 semaines après les vacances pour une nouvelle émission du LP2I. Prends la parole.